faudrait que tu m'expliques un petit peu quand même pourquoi tu as appelé tes mémoires Passer la Loire, c'est l'aventure. Ah, bah oui, mais bien sûr, bah, à première vue, ça surprend. Hein, ça a plutôt l'air d'être un guide touristique, mais c'est pas ça du tout. Tu sais que je faisais beaucoup de films avec mon ami Gabin, et on avait un projet, mais un projet qui aboutissait pas. Ouais. Et je lui dis, écoute, le producteur est d'accord, c'est Jacques Barre, on va aller peut-être en Argentine, surtout au Portugal, pour essayer de recréer une espèce d'ambiance pour faire ce film, en principe, se passe là-bas. Enfin, la séquence se passe là-bas. C'était une histoire de sur un champ de course avec, comment dirais-je, une ambiance locale. Oui, c'est ça, il y a les mariachis. Oui, il y a les mariachis, il y avait tout le tremblement. Et Gabin me donne toutes les bonnes raisons qu'il avait pour ne pas... tout ce qu'il pouvait penser en me disant, mais non, c'est de la folie, on peut faire ça très bien dans mon coin, les herbages, etc. Et à bout d'arguments, il me dit, écoute, n'oublie pas que passer la Loire, c'est l'aventure. J'ai hurlé de rire, parce qu'il avait fait le tour du monde. Je savais qu'il aimait pas prendre l'avion, mais enfin quand même. Et c'est pour ça que j'ai appelé mes souvenirs comme ça, c'est un petit peu, enfin ce bouquin qu'on a fait tous les deux, c'est un petit peu en hommage au vieux qui m'a toujours tellement gâté d'affection, d'amitié, de confiance. Gilles représente exactement pour moi le metteur en scène. C'est-à-dire que trop souvent, on met une étiquette au metteur en scène. Alors ce metteur en scène est spécialisé dans les polars, il est spécialisé dans les histoires d'amour, il est spécialisé dans les comédies. Je pense qu'il y a de grands metteurs en scène américains qui ont fait des comédies musicales, qui ont fait des films psychologiques, des films policiers. Je pense que Gilles est pour moi, c'est l'homme de spectacle par excellence, c'est le cinéaste, entre guillemets, qui a fait au cours de sa carrière des comédies, des films musicaux, des films d'action, des films d'acteurs. C'est vrai que pour moi, je garde un souvenir particulier du Rouge et Mis, du Désordre et la nuit, du Sang à la tête, et de Gasoil aussi, parce que c'est des souvenirs. C'est des souvenirs, quand on revoit le film, ce sont des films qui existent, ce sont des films forts, mais c'était aussi un enchantement pendant le tournage. Parce que Gilles aimait bien le studio, il était très fort pour organiser le tournage en studio, mais il était très fort aussi en extérieur. Et ça, pour un assistant, de regarder ces films, quand on était à Murol, en Auvergne, avec tous ces camions et avec Gabinos, avec Gabin, c'était quand même formidable. Alors, t'as vu, cette salle, ce qui est incroyable, c'est que tu arrives, tu t'assieds dans un fauteuil, hein, tu tapes Gilles Granger, et il apparaît aussitôt un certain nombre de films. C'est féerique. Et quel effet ça te fait d'être au musée? Je te dis, c'est la féerie, donc je suis extrêmement fier, bien sûr. Mais je pense qu'il doit y avoir des gens qui ont beaucoup de remords pour qu'on m'ait traîné jusque-là, parce que c'était pas du tout la mode dans le temps. Hein. Je suis né à Paris, je suis né dans le 3e arrondissement, dans l'immeuble de la Gaîté Lyrique. Et j'en profite pour te raconter une petite anecdote à ce moment-là. Je suis né en 11, et en 16, je crois, la Bertha, le gros machin allemand, le gros camion allemand, a envoyé un obus qui est tombé à la Courneuve. Le rideau de fer de la Gaîté Lyrique est tombé sous l'impact, sous le choc, et tous les carreaux du quartier étaient cassés. Tu te rends compte, la Courneuve, le 3e arrondissement, c'est même pas la porte à côté. Et alors, bah oui, j'ai vécu, j'étais à l'école communale, rue du, attends, comment ça s'appelait? Rue Vaucanson, école communale rue Vaucanson, le 3e arrondissement, parce qu'on habitait rue Saint-Martin, devant, je te dis, dans l'immeuble de la Gaîté Lyrique, et juste dans le conservatoire des arts et métiers. Alors mon père m'a emmené là 25 fois. Les quartiers, c'était rigolo d'ailleurs, parce que la République à la porte Saint-Martin, c'était un petit peu comme ça. Les portes, les 3 portes jusqu'à l'Opéra, c'était très vivant, très commerce, très... Et puis après l'Opéra La Madeleine, on commençait déjà à tirer sur le côté un peu résidentiel. Il y avait moins de bureaux, moins de boutiques, moins d'affaires. Et on a parcouru ça en tous les sens avec papa. Et alors le boulevardier, c'était ça, si tu veux. C'est un type qui passait ses loisirs sur les boulevards. Et c'est plein de boutiques toujours comment dirais-je, des vitrines, tu sais. Et mon père avait pris l'habitude, il aimait bien se regarder. Il n'était pas prétentieux du tout, mais il aimait bien se regarder.
Alors le môme, moi, il me tenait par la main, ben, c'est pareil. Je peux plus voir une glace maintenant, c'est le me regarder. Et alors, moi, j'ai bien connu Paris la nuit parce que ma mère, pour agrémenter la situation familiale, avait sous-loué des chambres, elle avait fait une espèce de petite rançon de famille dans la maison qu'on habitait à Neuilly. Et ces garçons, qui étaient en général des étudiants américains qui n'avaient pas trouvé de place à la cité universitaire, habitaient chez nous, ils amenaient de leurs copains, ça a amené toute une gaieté. C'était très épatant pour ma mère, parce que sur la fin de ses jours, elle avait retrouvé cette espèce de gaieté naturelle des jeunes gens, Et puis c'était de bonne aloi, c'était très charmant. Et alors ils ont voulu bien sûr aller voir. Moi ils me cassaient les pieds tout le temps pour aller à Pigalle, on va à Pigalle. Alors je les ai emmenés un petit peu partout, mais j'avais fait, je sais pas, j'avais un faible pour Montparnasse à l'époque. C'était rigolo, tu sais, le départ de Montparnasse. Il y avait les terrasses de la coupole du Dôme et tout ça, c'était insensé. Il y avait des types épatants, enfin je parle pas de Picasso et autres, mais en fait c'était courant, on rencontrait tout. Et alors les Américains étaient fous de joie, ces jeunes étudiants, parce que ils étaient curieux en plus. Et alors j'avais trouvé à côté en face de la coupole, je crois, une boîte qui s'appelait le Jockey, qui existe toujours d'ailleurs, et qui était une petite boîte extrêmement sympathique, tu sais, pas du tout, pas le côté entraîneuse, il y avait une ou deux attractions comme ça, et puis on te faisait pas la gueule si tu prenais une orangeade, tu comprends, tu n'étais pas obligé de prendre du champagne. Et je les amenais beaucoup là, au Jockey. Et j'avais copiné alors avec le gérant du Jockey, qui s'appelait, si mes souvenirs sont bons, Duquesne, qui était un moine défroqué. Tu vois, j'étais pas mal tombé, c'était plutôt rigolo. Et c'est ce Duquesne qui m'a fait faire du cinéma. Ça a l'air d'une blague, hein. Un jour, je lui dis, oh, je réussis pas, je m'ennuie, c'est pas possible. Il dit, mais pourquoi tu sais pas de faire du cinéma? Je lui dis, oh, je vais faire du cinéma, comment veux-tu? Il me dit, tu viens avec moi demain, on se rencontre au château de Vincennes, on va à Joinville au studio, on fait la queue et on fera de la figuration. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que ça a commencé. Alors justement, dans le cinéma, tu as rencontré des gens, des Parisiens bon teint, je veux dire, est-ce que tu as rencontré des acteurs oui, j'ai rencontré des acteurs étonnants. D'abord, un espèce de type qui s'occupait de la figuration qui s'appelait Trignol, qui était une figure étonnante. Hein, il y avait un quartier à Joinville qui s'appelait Plangis. Ah, oui. Hein, et il arrivait au studio, il me disait, quand j'étais régisseur à l'époque, il me disait, je t'ai amené les Plangis Girls. On voyait arriver une dizaine de bonnes femmes à cabas, tu sais, qui venaient de faire leur marché, c'était quelque chose d'incroyable. Et c'était utile dans certains films. Moi j'aimais bien ce genre de figuration qui était plus vrai que nature, j'aimais bien ça. Et ce Trignol, en plus de fournir, on l'appelait marchand de viande, ça s'appelait marchand de viande, ces gens-là, c'est pas très délicat. En plus de fournir la figuration, il s'occupait de campagne électorale. Alors il avait les bras longs, il connaissait des tas de choses. Et pendant l'occupation, je l'ai retrouvé pendant l'occupation, je lui dois quelques bons steaks. Hein. Ah oui, il travaillait avec Gégène. Gégène, c'est encore un autre phénomène. C'est un ancien sparring partner à Carpentier. Une armoire, un type formidable. Et il nous faisait de la figuration. Il faisait régner la terreur. Personne n'avait peur de lui parce que c'est un type très, très doux, très gentil. Et ce Gégène avait aussi plusieurs cordes à son arc. Il était plus ou moins... pour écarisseur, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais enfin il coupait la viande, enfin il avait toujours un petit boulot à la Villette ou au Halles. Et je te jure que pendant la guerre, c'était précieux dans nos relations. Beaucoup plus précieux que les académiciens. Hein. Oui. Alors, assistant metteur en scène. Oui, alors ça c'est... Sur quel film Cœur dispose, ça s'appelle. Un film avec Lacombe. Et après, non, Jeunesse, c'était Jeunesse le premier. Jeunesse avec Lanvin et Servet. Et genre, je me dis, ça a pas mal marché, on pourrait peut-être continuer tous les deux. Tu sais, Lacombe avait une difficulté d'expression, il était toujours emmerdé quand il fallait parler, soit aux figurants, soit au... Et il signe un contrat à Berlin. Et il demande à Plequin, il dit, je vois bien emmener Grangier. Alors Plequin, il dit, mais c'est pas un poste qui existe, ça. Alors ils ont une idée, ils m'ont fait faire un petit rôle, c'est-à-dire je bégayais 4 répliques dans un coin, et puis ils avaient, comment dirais-je, fait une espèce de petite annexe, comme quoi je restais comme second du metteur en scène. Et je dois dire que moi, ça m'a appris énormément de choses. D'abord parce que Lacombe était une épée, c'est vraiment un très très bon. Et puis là-bas, j'ai vu des acteurs, tu comprends. Et alors, à l'étranger, on habitait tous le même hôtel. Parce que Plequin avait été intelligent. J'avais pas évidemment le même contrat que français,
mais les mêmes défraiements, ce qui permettait le contact permanent d'habiter les mêmes hôtels, les mêmes endroits. Et c'est là où j'ai à peu près connu tous mes bons hommes, quoi. Alors justement, Berlin, à l'époque, 36, 37, Ouais. 38, la pension impériale, Ouais, la pension c'était quoi? impériale. Comment ça se passait à Berlin? Il faut te dire que le Berlin de cette époque, ils avaient fait, c'est rigolo les Allemands, hein, ils avaient fait des économies de tout, de bouffe, de tout. Et le Berlin de cette époque, c'était à peu près les Jeux Olympiques, qui étaient formidables. C'était d'ailleurs la volonté d'Hitler. Il voulait que la ville soit très gaie, qu'il y ait tout, à peu près aucune espèce de contrainte. Enfin, c'était très étonnant. Et pour moi, ça a été le début, début où j'ai gagné des petits contrats, tu vois, et j'étais en contact avec des gars qui me plaisaient. Ça a été pour moi le début du bonheur, là, cette période de Berlin. Et les acteurs aimaient bien venir là-bas, d'ailleurs. Enfin, vous n'étiez pas un peu en vase clos, parce que tu parles justement on de... était en vase clos, c'est-à-dire que il y avait il y avait certains qui préféraient être dans un des palaces de la ville, mais il y avait un truc qui s'appelait la pension impériale, qui était montée par une Russe qui s'appelait Madame Shapiro, et qui était vraiment insensé. Tout le monde descendait à la pension impériale, sauf ceux qui avaient la folie des grandeurs, mais c'était très bien la pension impériale. Et c'est un des endroits où on bouffait le mieux à Berlin. Et c'était très drôle, il y avait une espèce de grande salle à manger, et puis les chambres donnaient un peu dans des couloirs, tout ça, je ne peux pas dire qu'on pouvait aller dans les chambres en sortant de table, mais c'était assez familier. Et dans la salle à manger, c'est ça qui est amusant, c'est qu'il y avait un superbe piano avec eux, et que toujours dans nos équipes, il y avait très souvent le musicien, et moi je me souviens de Vamparis, composant là-dessus, je ne donnerai pas ma place pour un boulet de canon, je ne donnerai pas ma place, ça là-dessus. Je ne me rappelle plus qu'il avait un film avec Gara, il a tout composé dans le salon le soir. Et il a fait qu'on l'arrête parce qu'on voulait dormir. Non, parce que à un moment dans ton livre Flashback que tu avais écrit, tu parles du fait que sorti de cette pension impériale, c'était pas si joyeux que ça, Berlin, puisque tu parles d'une histoire avec Pierre Brasseur, justement. Ah, qui a fait, voilà, aux Jeux Olympiques. Oui, mais écoute, oui, mais Brasseur, il était insortable, tu comprends. Oui, c'est extraordinaire comme histoire. On était aux Jeux Olympiques, et dans les loges réservées, bien sûr, parce que là où face arrangeait pour qu'on ait des bonnes places. Et puis je te dis, il y avait un espèce, à ce moment-là, on voulait absolument montrer que le régime était beaucoup plus coulant que ce qu'on racontait, etc. Et à 4 ou 5 loges en dessous de nous, il y avait Hitler, qui allait à chaque finale féliciter le vainqueur, etc. Et je me souviens plus bien, c'est Jesse Owens, quoi, Oui, un noir américain, ouais. qui gagne le 100 mètres, mais il leur prend 15 longueurs au cheveu. Hitler furieux est parti. Il est parti. Et ce con de Brasseur qui était à côté de moi se met à gueuler. Il n'y a plus de fureur, Lispel, c'est moi, papa. J'ai cru qu'on allait se faire encastrer, tout le monde s'est dit, ça y est, on va en taule. Non, ça s'est arrangé. Je l'ai calmé, mais c'est un phénomène. Alors là, C'est pire ça, c'est ouais, que ce soit figurant, régisseur ou assistant, tu as travaillé avec un certain nombre de personnes qui sont des gens qui ont laissé un nom. Je pense à Maurice Tourneur, à Élie Devac, à Potier, et à Sacha Guitry. Ah, oui. Ah, dis-moi un peu, comment il était, par exemple, Sacha Guitry? Guitry, c'était assez marrant parce qu'il était très... Tu te rendais pas très bien compte s'il était sur scène ou dans la vie. Il avait toujours des répliques. Et il arrivait toujours à amener des situations théâtrales. Et un jour, il vient et il tourne l'air autour comme ça. Il me dit, ça va, Granger? Oui, on est pareil. Il me dit, écoutez, mon cher, je m'excuse, j'ai mis très mal, mais c'est drôle que comme ça. Déjeuner en tête-à-tête avec ma belle-mère est absolument insupportable. Me ferez-vous l'amitié d'accepter de partager mon repas? Moi j'étais fou, je cours au téléphone et je téléphone à ma mère, je rentre pour déjeuner, je déjeune avec M. Guitry. Ça prenait une proportion. Alors, à 1h, je monte déjeuner, on était 15 à table. Mais il avait eu envie ce jour-là probablement de faire le petit sketch là. Mais c'était un petit peu assez étonnant. Et là, tu as été assistant sur un film mythique qui est vraiment incroyable, je crois, c'est Les Secrets de la Mer Rouge. Ah oui, oui, oui. Les Secrets de la Mer Rouge. Parce qu'on parle beaucoup de Manfred aujourd'hui, justement, toi tu l'as connu.
J'ai très bien connu mon frère et j'avais pour lui un sentiment mélangé. Tu comprends, l'admiration du gamin que j'étais pour ce type, qui était extraordinaire. C'était gros comme ça, mon frère. Basané, musclé, mais il n'en avait rien, il n'y avait rien. Tu le prenais comme ça, tu le mettais là. Et c'est un bonhomme qui avait cette espèce de... Moi j'appelais ça les anomalies de mon frère. Par exemple, il avait une maison à Obok, au nord de Djibouti, parce qu'il était fâché avec toute la colonie française, surtout l'administration. Il ne pouvait pas les voir. Alors qu'il était bien obligé, il était toléré pour finir, quoi. Et il se faisait appeler Abdoulaye, c'est-à-dire fils de Dieu par les indigènes. Il n'avait pas une armée, mais il avait toute une petite troupe à lui. Et il vivait comme ça. Au début, il a vraiment fait la pêche de perles. Il m'a emmené à la pêche de perles dans les îles Mouchas. C'était assez étonnant parce que tu as sous l'eau une végétation qui est presque plus luxuriante que celle qu'il y a au début. Et les types descendaient avec des bidons de pétrole troués comme ça, avec une glace pour voir où était. Ils repéraient une perle, tchaf, inutile de dire qu'il y a eu des pertes parce que les requins étaient pas loin. Et les pauvres gars, il y a eu beaucoup de soucis. Bon, alors, c'était pas ça les grands trucs de mon frère. C'était d'abord ses bouquins. Tu comprends? Il vivait sur ses livres qui étaient vraiment étonnants. Et puis un jour, il me dit on va à Aden. Aden, c'était en face, on prend le boutre. Hein. Imagine un tonnier avec un petit moteur V8 de secours. Il avait bricolé un vieux Ford derrière. Il bricolait tout lui-même. Et puis il avait 400 marins indigènes, très bien d'ailleurs. On a donc passé le détroit, on était allé à Aden. J'ai vu un chargement, putain, ça me paraissait bizarre. Je dis qu'est-ce que c'est? Bah si, c'est les fusils. Je ne crois pas qu'on est venu chercher des cacahuètes. J'ai dit pourquoi les fusils? Bah il dit c'est bien qu'il y a les Aouchas et les autres, là, les Dankani, je ne sais pas, qui se foutent sur la gueule, on va s'occuper de ça. Ils ramenaient les armes, ils vendaient les armes à un camp, ils les reprenaient dans l'autre. Incroyable. Un type incroyable. Alors ça, c'était le côté un peu admiratif. Mais le côté qui m'emmerdait, c'est qu'il était radin. Radin, c'est fou. Je m'excuse de cette petite légèreté, mais il avait un espèce de short comme ça, on voyait tout le temps dépasser ses accessoires. Je l'appelais la barre ou bourse déliée. Ah, c'est pas beau. Il n'a pas su, hein, parce qu'il n'aurait pas pardonné. Mais mon frère, il vous piquait pas votre ravitaillement Mais si. Alors au début, j'avais cru, c'est pour ça que je te dis qu'il y avait un mélange d'admiration chez moi. Hein. J'avais cru qu'il nous faisait un ravitaillement d'avance, tu comprends, en disant il est bien ce type, il m'enlève la moitié du boulot, le régisseur va pouvoir s'occuper d'autre chose. Comme il connaît bien le pays, je le voyais en ranger, on mettait des trucs dans sa cave. En réalité, c'est parce qu'il s'est débrouillé pour passer 1 ou 2 hivers avec tout ça. Il nous a piqué le ravitaillement, carrément, quoi. Alors, de temps en temps, je gueulais, moi, parce que c'est très dur hein, de tourner à Djibouti. On tournait qu'à 3h de l'après-midi, entre 11h et 3h, c'est un solide de plomb, il n'y a rien à foutre. J'ai vu aller chercher des blocs de glace, j'avais une péniche qui servait qu'à ça. Là, j'ai cherché des blocs de glace à Djibouti, à l'usine, ramener les blocs de glace pour la nourriture des gars. Mais la plupart des blocs de glace allaient sur les caméras parce que la pellicule... Mon frère n'était pas très content du film, hein, je crois. Pas du tout, non, écoute, mais il avait raison, j'ai compris. Moi, j'étais très emmerdé dans ce film parce que c'était toujours entre l'arbre et l'écorce. J'aimais beaucoup Richard parce que Potier est un très honnête homme, c'était un type très très gentil. Mais ça n'allait pas du tout avec mon frère, tu comprends. Potier connaissait pas la mer, hein. Il connaissait la Méditerranée. Alors je l'emmène un jour pour repérer des endroits que j'avais pas repérés. Et moi, bêtement, je pense pas qu'il y a la marée. Et quand je l'ai amené, j'avais repéré à midi, quand je l'ai amené pour voir les endroits, il n'y avait plus d'eau. Alors il était furieux, il me dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit, il y en aura demain matin. Ah non, il y en aura demain matin. Je lui dis, oui, la marée, là. C'est que c'est que pays de Gong, il y a de l'eau qui vient quand elle veut. Enfin, c'est épouvantable. Et mon frère avait très mal pris le truc. Si c'est un pays de Gong, moi je vais vous ramener à la frontière. Alors là, en plus, à toute cette période, tu as travaillé avec des acteurs quand même qui étaient célèbres. Je pense à des gens comme Rému, comme André Lefort. Oui, André Lefort, un grand, comment dirais-je, une grande tendresse pour Lefort. Il me le rendait bien d'ailleurs, il était charmant ce bonhomme.
qui était un superbe... dans la vie, il était très charmant, pas du tout égoïste, alors qu'il donnait cette impression un peu. Et comme acteur, il était vraiment étonnant. Première mise en scène. Comment Oui, je te parle pas de Rému, hein, parce que... Si, parle-moi de Rému, au Non, on contraire. l'aimait pas. Oui, mais... Ouais, un témoignage. C'était un prodigieux, un bonhomme prodigieux. Mais si j'ose dire, il savait faire que ça, quoi. Dans la vie, il était désagréable. Et puis, moi, il m'a fait beaucoup de peine parce qu'il ridiculisait un peu Lacombe avec son défaut de prononciation. Et je ne pouvais pas supporter ça. Il le surnommait le canard. Oui, surnommé le canard. Et il m'a refusé. Moi, il y avait un producteur qui s'appelait De Charme qui voulait refaire un film avec lui. Il a dit, n'en veut pas, c'est l'assistant du canard. Tu vois comme c'était délicat. Oui, absolument. Alors, si j'ai bien compris, tu as failli devenir metteur en scène en 1939. Oui, c'est ça. Et puis, la guerre. Oui. J'avais même signé un contrat avec mon ami Ploquin pour faire un film à Berlin. Je ne me rappelle plus quels étaient les acteurs, mais enfin, c'était assez prestigieux. 15 jours après, j'étais dans la ligne Maginot en Troufion. Voilà, c'était un des tournants désagréables. Je m'aperçois que j'ai passé pas mal de temps avec Gilles Granger et que sur le plateau, on ne s'est jamais tutoyé. On s'est toujours vouvoyé. On se tutoyait le soir autour d'une bouffe, mais je trouvais que les rapports étaient plus agréables et comme ça, il pouvait m'engueuler, mais avec quand même une certaine distance. On se vouvoyait. Voilà, et puis la grande chose pour un assistant et pour un metteur en scène après, et je crois qu'il m'a appris ça, puis c'est surtout qu'il m'a permis de faire la mise en scène, parce qu'il m'a permis de faire des rencontres extraordinaires, parce que grâce à Gilles, j'ai connu Audiard, j'ai connu Gabin, j'ai connu Ventura, j'ai connu beaucoup d'acteurs, et ça m'a permis après, lorsque j'étais metteur en scène, de leur proposer des films et de tourner avec eux. On a créé un certain climat, et ça je le dois à Gilles. Je suis né dans le faubourg Saint-Denis, faut pas me la faire, je suis une gosse de Paris. Tada, faut moi voyez-vous, et qu'à Paris qu'on les trouve à son goût, un bout de satin mis dans les mains d'une Parisienne, en moins d'un rien, bientôt devient manteau d'une reine. Oh, c'était une belle époque. Si vous ne mettez pas sur scène, on a de la chance. Je me souviens d'avoir fait une interview de Renoir à la télévision en disant Gabin, c'est absolument incroyable, il était né pour le cinéma. J'ai jamais vu quelqu'un comme ça devant une caméra. Il était n'importe quel geste qu'il faisait, prenait la lumière et tout, c'était extraordinaire. Toi qui as tourné tout impossible avec lui, tu es d'accord. Et comme Renoir disait que cet homme avait un don pour le cinéma extraordinaire, y compris dans le choix de ses metteurs en scène, qu'est-ce que ça te fait de penser que le metteur en scène avec lequel il a le plus tourné, c'est toi? Ben oui. Donc ça marchait pas trop mal. Mais tu sais, j'avais un grand respect pour Renoir, comme toute ma génération. Je suis allé le voir souvent tourner avec Renoir. Et j'ai pris des tics à Renoir, d'ailleurs. Ah, ça, c'est bien, oui. Ouais. J'ai pris des tics à Renoir, j'ai pris des combines à Renoir. Et je me suis rendu compte que Renoir faisait ça, que ça mettait tous les acteurs à l'aise. J'appelais ça faire un dessin, c'est-à-dire qu'avant qu'on mette les lumières, avant que l'opérateur s'en occupe, puisqu'il servait à l'opérateur, j'ai dit voilà, la séquence, ça va se passer à peu près comme ça. Si on n'a pas d'emmerde, mais enfin, en principe, ça va se passer comme ça. Et je leur faisais un petit dessin de la journée. C'était formidable. C'était ça les tics à Renoir? Ouais. C'était ça, Renoir. C'était un de ces tics. Et tu allais souvent dans les plateaux de Renoir? Oh, je suis allé souvent parce que, enfin, très modestement, je voulais pas. C'est emmerdant d'aller sur le plateau d'un autre, et surtout du Renoir, tu sais, c'était. Hein, le nec plus ultra. Et il était comment avec toi? Charmant, adorable. Mais là, asseyez-vous à côté, là. Charmant. Charmant. Il disait, on a un bon pensionnaire. Il est bien. Alors, il était merveilleux parce qu'il n'était pas content d'une scène en noir pour pas affoler les acteurs et dire « Oh, ce que c'est bien les enfants, on va la refaire. » Un peu autrement, mais ce que c'était bien, je la regretterais celle-là.
C'est formidable. Alors qu'il n'avait pas besoin de tout ça, il avait qu'à dire allez, on commence. Mais est-ce que tu penses que Gabin était influencé par Renoir? Tu m'as Oui, dit souvent il y a deux types qui l'ont marqué, c'est Renoir et Duvivier. Oui. Il était épaté par Duvivier parce que Julien était un technicien étonnant. Et puis Renoir, c'était cette espèce de bonhomie d'amour qui mettait autour. Tu comprends? Ils n'avaient pas l'impression de travailler. Sur un film de Renoir, il y avait une détente folle, même dans les trucs difficiles. C'est fantastique d'arriver à faire ça. Ça, c'est un chef d'orchestre. Hein. Chapeau, monsieur Renoir. Il y a un discours qu'on entend souvent aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de producteurs et que justement, si le cinéma est en crise, c'est parce qu'on manque de producteurs. Toi, tu en as connu un certain nombre, des plus folklore aux meilleurs. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? C'est pas tout à fait faux, hein, ce que vous dites là. Parce que ce qu'on dit, enfin, ce que tu racontes. Les producteurs, tu comprends, il faut les prendre individuellement. C'est un métier de risque. C'est un métier où il faut une certaine audace parce qu'on part avec, en général, une bonne histoire. Ils ont très souvent leur devis couvert. Enfin, les bons producteurs partent pas comme ça les mains vides. Hein. Il y a les aventuriers, puis il y a les vrais. Mais il y a moins de producteurs parce qu'il y a, à mon avis, il y a moins le goût du risque. Et puis, je crois qu'il y a tout de même une petite désaffection du public avec le cinéma. Sur le cinéma, il n'y a pas de doute. Alors toi, tu en as connu des grands, je pense à Robert Dorfman, à Mnouchkine, qui est toujours là d'ailleurs. Oui, tu as raison. Oui. Tous les deux d'ailleurs. Et puis tu en as connu quelques-uns folkloriques, je pense à un qui s'appelait Dolbert. Oui, ça c'était un producteur incroyable. Il était plus magasinier que producteur. Il mettait de côté des tas de... Dès qu'il pouvait piquer un meuble intéressant, un truc comme ça, il gardait ça pour ses propriétés. Enfin, c'était incroyable, Dolbert. Mais il a fait des films quand même, tu comprends? Il a été le premier à nous faire tourner à plusieurs, c'est-à-dire qu'il y avait un décor dans lequel on tournait comme ça. Jacqueline Audry faisait une scène, elle s'en allait, moi je m'amenais avec mes gars, je tournais une autre scène, et après c'était, je ne sais plus, Louis Gnac. Et il arrivait comme ça à faire des films, à gagner sur cette vie d'une façon étonnante. C'était un petit peu difficile. Par exemple, Grémillon qui est venu avec nous, il a eu beaucoup de mal à cette discipline, ça se mettre à ce truc-là, là, ça ne lui plaisait pas du tout. Alors tu as même connu une fois le cauchemar de tout réalisateur avec un producteur, c'est un film qui s'arrête. Oui, c'était affreux. Cigarette pour un ingénieur. C'est affreux. En plus, ça se passait au Portugal. Alors on nous a mis nos valises sur le trottoir, c'était vraiment emmerdant. Hein. Et il a fallu que Chéret, à l'époque, qui s'occupait de l'organisation générale du cinéma, aille lui-même pour rechercher la caméra qui nous avait bloqué et puis la pellicule. Ah, ça, c'est une très mauvaise aventure. Et le producteur était parti en Afrique. J'espérais bien le retrouver au Bourget ou à Orly pour qu'on s'explique un peu. Il était parti en Afrique du Nord. Mais c'est pas un métier commode. Hein. Et alors, tu sais ce que je pense, moi, le grand talent d'un producteur, c'est de donner à un film le devis qu'il mérite. Si tu as une petite histoire et que tu mets un gros devis, ça marche pas. Mais au contraire, si tu as une très belle histoire et que le devis soit insuffisant, c'est pas bon non plus, tu comprends? Parce que c'est pas un produit suffisamment fini ou suffisamment étudié. C'est pas commode, c'est pas un métier commode. Mais il y en a eu d'excellents. Il arrive dans les années 60 qu'il y a un monsieur sur le cinéma français qui peut avoir les plus grandes stars, qui sont à la fois Gabin, Fernandel, Banville et tout. Et je dirais que ça donne parfois des films monstres. Moi, je pense, quand j'appelle ça un film monstre, je pense au Vieux de la Vieille. Alors, déjà, c'est évident que faire un film avec Jean Gabin, Pierre Freinet, Noël, c'est pas évident. Non, non, les copains m'ont dit tu vas au suicide, t'es dingue, non? Tu vas te faire ces trois types. Bah, je me suis. Et comment ça s'est passé les trois types, ils se sont fait une gavotte, les gars. Tu comprends? Il n'y en a pas un qui voulait être l'emmerdeur. Hein, ils savaient tous qu'ils étaient au potentiel d'emmerdeur. Ils savaient tous que je me disais qu'est-ce qui va m'emmerder. Ils ont été adorables, Gabin en tête d'ailleurs, et ça s'est passé vraiment d'une façon très charmante. Mais l'histoire était assez saine, c'était une bonne histoire, les vieux. Oui, mais alors, ce qui est intéressant, c'est les photos sur les Vieux de la Vieille. Moi, je trouve que c'est évident que sur les photos, on voit de tournage. D'ailleurs, tu joues le rôle de l'aubergiste, c'est important. Oui, oui, ah bah, tu parles, c'est important, c'est parce que le type
qui devait venir de Bordeaux n'est pas venu, alors on m'a dit on va pas s'emmerder avec ça, t'as qu'à le faire, il n'y a rien à faire. Le gamin m'a dit, t'as 4 mots, tu vas te démerder. Voilà. En tous les cas, je trouve sur les photos, on a l'impression qu'il y a une complicité certaine entre Noël et Jean Gabin. Oui, alors formidable. Mais je dirais pas, encore une fois, c'est une impression après les photos, j'ai pas l'impression que Freinet est inclus dans ce trio. C'est drôle ce que tu dis, parce que c'est Gabin qui m'a demandé de prendre Freinet. Il m'a dit, il faut prendre Pierre là-dedans, il va être formidable. Il était bien d'ailleurs, mais il n'est jamais rentré dans l'équipe. C'est drôle. Et j'ai une anecdote qui m'agace un peu, c'est que quand je suis allé le voir chez lui, à Neuilly, Madame Printemps, pour laquelle j'ai énormément de respect, lui a dit, Pierre, allez pas vous mettre là-dedans, c'est des vrais acteurs, vous avez l'air d'un con. Voilà ce que j'ai entendu exactement au salon. Enfin, Pierre a quand même... Et puis oui, d'accord, mais enfin, il a voulu prendre un accent, il avait oui, une alors, perruque, voilà. Alors il m'a dit, je vous comprends, je peux pas jouer Freinet, il faut que je prenne un accent du terroir, enfin, je sais pas. Alors, attends, il est allé voir des documentaires sur la Vendée, et il est revenu avec une idée de perruque, et alors il avait mal organisé son truc, parce qu'il avait un béret. Hein. Et moi, je savais pas que le béret connaît la perruque, tu vois. Et un jour, je me suis dit, écoutez, vous avez salué le curé qui... On pouvait pas se démerder, tu comprends, la perruque emmenait les cheveux, en fait, le béret emmenait la perruque, en fait, c'était épouvantable. Il a, à mon avis, raté son truc, et il a mis une chose assez charmante, d'ailleurs, que je dois dire, parce que il s'était installé une espèce de, comment dirais-je, pas de haine, mais je pouvais plus le voir. Rivalité, oui. Oui, rivalité, il m'emmerdait, tout se passait bien. C'était dur, tu sais, de faire un film avec trois mecs comme ça. C'est sûr. Ne serait-ce que les habilleuses qui se faisaient la guerre pour mettre le fauteuil à l'ombre. Parce que tout ça était en extérieur. Le fauteuil de leur mec à l'ombre, enfin, se battaient les habilleuses pour que leur type soit bien. J'ai été tout le temps emmerdé avec ça. En plus, Freinet, ça m'intéressait parce que moi j'avais une grande admiration pour Pierre. J'étais désolé de ne pas avoir trouvé le truc. J'avais pas trouvé le truc, peut-être. Et je dois dire qu'un jour, j'ai un petit peu chialé, ici, d'ailleurs. Il a téléphoné à Lucie, ma femme, en lui disant, je suis désolé, je voudrais dire à Gilles que j'étais con et que j'ai raté mon histoire dans ce film. J'aurais dû l'écouter. C'est quand même, hein, de la part d'un monsieur comme Freinet, c'était assez touchant. Alors, je veux dire, ce qui est quand même bien dans le film, c'est qu'il y a Noël. Noël, c'est Adémaï Vendu d'honneur, le premier film. Et puis il y a Gabin, qui à l'époque est de... Pas ta carte de visite, mais en tous les cas, quelqu'un avec qui bien sûr, tu t'entends admirablement bien. C'était les gammes et mon piano. Voilà, et c'est la rencontre entre les deux. Et comment était Noël? Parce que Noël, finalement, est un personnage dont on parle peu. Eh ben, écoute, et qui est un personnage qui est assez fascinant. Qui est assez Noël était un type fascinant, intelligent comme 40. Il savait aussi bien écrire que jouer. Enfin, c'était un grand gars du spectacle, il n'y a pas de doute. C'était un énorme chansonnier. C'est une période qui, malheureusement, a disparu. C'était un énorme chansonnier. Et c'était, à mon avis, un des meilleurs acteurs que j'ai rencontrés. Et là, dans ce film, il a été étonnant parce qu'il avait le rôle d'un pegno, d'un connard, d'un type à qui on racontait les choses. Il a été humble. En plus, je crois qu'il avait beaucoup d'admiration pour Jean. Et les deux avaient une admiration pour Freinet. Ils étaient ravis d'être ensemble. Et la mayonnaise n'a pas très bien pris. C'est peut-être de ma faute, j'en sais rien. Je crois que le film est convenable. Oui. Mais moi, je pensais faire un truc qui casserait tout. Ces films-là, il y avait un vrai rapport au métier, à l'artisanat, aux gens qui ont la conscience de leur boulot. Je crois qu'ils représentent un état d'esprit, une époque, une certaine façon de filmer, et qui est français, et qui devrait, qui mériterait, je pense, d'être mieux étudié. Moi, qui m'a donné l'envie de voir d'autres films de Grangier, de ceux qu'il cite dans le bouquin, dont il dit qu'il est vraiment content, comme Aux Petits Zouaves ou Danger de mort. Alors, j'aimerais aussi qu'on revienne un peu au dernier film que tu as fait, enfin le dernier film de cinéma, qui est Grosse Paris. Parce que Grosse Paris,
très curieusement, enfin très curieusement, a priori, hein, Oui, a priori, oui, c'est vrai, oui, comme tu oui, dis, c'est oui. produit par Georges de Beauregard. Ouais, Georges de Beauregard, c'est le producteur de la Nouvelle fantastique, Vague. ouais. Gilles Grangier, c'est l'auteur le plus haï de la Nouvelle Vague, en tous les cas le plus critiqué Oui, dans oui, toutes oui, les bien colonnes. sûr. Et comment se fait-il que Georges de Beauregard, producteur de la Nouvelle Vague, fasse appel au metteur en scène dont il a probablement entendu le plus de mal Le pire, par la plupart Par tout le des monde, gens le qui ont pire, fait sa hein. gloire. Voilà. Comment se écoute, passe ta rencontre? alors la rencontre est très bizarre parce que j'étais en Roumanie. Et le départ, c'était un coup de téléphone. On a téléphoné. Alors déjà en Roumanie, pour avoir le téléphone, c'est une affaire folle. Moi, je déjeunais. C'était la Roumanie de Ceausescu, Oui, faut préciser. moi, Oui. C'était quelle année, ça? 74? Oui. Et je déjeunais dans la salle à manger du Palace de l'époque. On était très bien, d'ailleurs. Ça s'appelait l'Athénée Palace. Et pour aller au téléphone, il fallait déjà une bonne demi-plombe. Et quand tu arrives au téléphone, c'était en général coupé de Paris. Bon. Alors, Beauregard m'a assiégé comme ça pendant 2 jours. Et quand je l'ai eu au téléphone, il m'a... Allô, ici Georges de Beauregard, je voudrais faire un film avec vous. Je me suis mis à me marrer, j'ai dit arrêtez vos conneries. J'étais convaincu que c'était un copain qui me faisait un char. J'y croyais pas, tu comprends, parce que avec le passé de Beauregard et le mien, il n'y avait pas de... Oui, ça c'est sûr qu'il n'y avait pas. Alors il s'est mis à hurler, il dit comment ça m'emmerdait, ça fait 2 jours que j'essaie de vous avoir. Bon, alors je lui dis qu'est-ce qui se passe? Il me dit voilà, je veux faire un film comique avec Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, alors je prends un metteur en scène comique, un point, c'est tout. Voilà, j'étais un metteur en scène comique. Et je suis revenu à Paris 3 ou 4 mois après, parce qu'on a pris du retard chez les Cosaques, je pense, bien sûr. Et on a fait un film. Et là, j'avais François Boyer, qui était un merveilleux dialoguiste. Scénariste de Jeux interdits. Scénariste épatant, enfin formidable. Jeux interdits. Et je crois qu'on s'est gouré. Ceci dit, si le film ressortait, si on le refaisait maintenant, je sais pas si ça n'irait pas. Je crois qu'on s'est trompé. Oui, mais parle-moi de tes rapports avec Beauregard. Ah bah mes rapports étaient... Dans le travail, justement. Il était absolument charmant, Beauregard. Il foutait une paix royale aux gens qui faisaient son film. Il m'a apporté tout ce que je lui demandais, tout ce que je voulais. Alors il allait de temps en temps en projection, mais c'était pas un homme à juger comme ça au coup par coup, tu vois. Après, à la fin du film, il me dit « Poursuit, on a bien réussi ». Je lui dis « Non, c'est pas né, il n'y a pas de doute ». Merci. Bon alors ça, l'atmosphère de fin de tournage, c'était toujours agréable? En général, c'est non seulement agréable, mais comme c'était l'aboutissement d'une affaire et d'une série d'efforts, hein, parce que c'est pas commode de faire un film. Il y a d'ailleurs tous les techniciens, c'est pas toujours commode à mener, puis il y a les acteurs, ça c'est une autre paire de manches. Mais s'il n'y avait pas les acteurs, il n'y aurait pas de film. C'est pas toujours agréable les fins de film. Moi j'ai le cafard à la fin. Oui. Et si je demande mauvais souvenir? Alors, 2 choses. Avec Mauvais qui tu veux me souvenir en 2 fâcher? choses. Dis-moi avec qui tu veux me fâcher. Non, avec personne. Mauvais souvenir non. sur quelque chose simplement qui ne s'est pas passé, comme tu aurais rêvé que ça arrive, et puis ça a pu arriver, t'as existant. Et puis, mauvais souvenir sur autre chose, peut-être pas mauvais souvenir, mais regret. Regret d'un projet qui est parti chez quelqu'un d'autre. Oui, ça c'est bien, c'est vrai. Ben, je vais commencer par ça. Je suis appelé par les Ariane. C'était 3 types épatants, qui sont toujours d'ailleurs, mais enfin, Cohn est malheureusement décédé. Il y avait Francis Cohn, Mouchkine, qui à mon avis restait le seul producteur existant, et Don Seeger, qui s'est un petit peu retiré des affaires, qui était un trio charmant. Mais des producteurs épatants, enfin très agréables, comprenant très bien. J'avais fait 2 films avec eux, et ils me disent faut absolument qu'on trouve un sujet. On voudrait faire un chantant pour finir, parce que tu fais pas mal l'histoire de chanteurs. On va faire soit avec guitariste, soit avec Mariano. Alors, je vais voir mon ami Valère au Vésinet, je lui parle de ça. Elle me dit, j'ai une idée formidable. Je dis, Fanfan la Tulipe. Ça a été le début de série de désastres en ce qui me concerne. Alors, je parle de Fanfan la Tulipe aux producteurs qui sont absolument emballés. Et puis, 15 jours après, le Mouchkine me dit dis donc, ça ne t'embêterait pas si au lieu de Mariano ou Guettari, on avait Jean Marais? Les enfants, ça arrive, vous me faites un cadeau, qu'est-ce qui se passe? Et on part sur cette espèce d'euphorie, comme ça, pendant 1 mois ou 2. Et j'avais dit à Valère, dis donc, Marais, c'est pas mal. Et Valère avait été mis un petit peu au courant par les producteurs. Ils avaient un contrat avec Gérard Philippe, il ne l'avait pas dit.
Et ils se sont rendus compte, au fur et à mesure que le scénario se montait et que l'histoire s'organisait, que ça ferait un merveilleux Gérard Philippe. Ils ont contacté Gérard Philippe, qui ne savait pas du tout que j'étais sur l'affaire. Ils l'ont contacté comme ça en douce. Et Gérard a dit, oui, moi je fais ça avec Christian Zach, tout de suite, il n'y en a pas d'autre. Et cette affaire m'est passée sous le nez sans que ce soit de la faute de Christian qui n'était pas au courant, ni de Gérard. Je vous demande pardon, c'est la quinte, on n'y peut rien. Alors, on a vu ce matin que tu étais au musée. Et puis, bon, toujours dans ce même esprit de fin de film, alors tu étais au musée. Aujourd'hui, bon, parlons des critiques quand même, je pense qu'il faut en parler. Et... Bah, qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Quelle est ta réaction? Quelle était ta réaction à l'époque? Quel est ton recul vis-à-vis de ça? Qu'est-ce que tu en penses? Je vais le dire, Coco, moi, aujourd'hui, je suis heureux comme tout. Parce que je ne sais pas ce qui se passe. Je ne crois pas que ce soit les remords, je ne sais pas ce qu'ils ont eu, mais tout d'un coup, ils m'ont pu harceler. Ils m'ont harcelé, ces critiques. J'ai été piétiné, traîné dans la boue, tout. Et... Piétiné, quand même? Ah oui, écoute, la critique de la cuisine au beurre, par exemple, Grangier fait sa tambouille, c'est pas tellement... on peut pas dire que... Voilà. Alors, et puis, un jour, il y a eu cette confiance que m'a accordé Gabin, et ils ont un petit peu fermé leur caquet, mais ils ont été très très longs à accepter que je fasse partie de la cour des grands, si tu veux. Moi, je sais que, par exemple, en voyant les films de Grangier, la première fois, par exemple, Le désordre de la nuit, j'ai eu un trouble devant une vérité documentaire. Je me suis dit, mais ça parle de moi, ça parle de mes préoccupations directes, et d'une manière encore plus forte, dans la mesure où ça n'apparaît pas comme un film d'auteur. Alors ça, c'est quelque chose qui me paraît beaucoup plus important encore. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup le cinéma de Grangier, c'est parce qu'il a cette apparente modestie, qui n'est pas apparente d'ailleurs, qui est vraie, mais qui, de par sa qualité, amène un propos souvent beaucoup plus important et plus intelligent et plus durable que des films trop mis entre guillemets, trop mis entre parenthèses et qui sont extraits d'une réalité quotidienne. Moi, je pense que c'est important. Voilà, vous me disiez 2 mots sur Le désordre de la nuit. Pourquoi c'est un de vos films préférés? Je pense que d'abord, c'est quelque chose qui est typiquement de la tradition française dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il a cet aspect de calme apparent et de grande noirceur psychologique. Ça, c'est quelque chose qui est la grosse différence avec les anglo-saxons et avec les américains. Le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a utilisé dans le personnage de Gabin, qui était, je crois, une très grande star encore à l'époque, certainement, c'est un personnage qui est utilisé au bout des possibilités de la star. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout constamment positif. C'est un être fragile qui trébuche, qui fait le contraire de ce qu'il devrait faire dans un film porteur, euphorisant, etc. C'est-à-dire que c'est un film dont le secret est constant. Moi, je crois que c'est vraiment un des étalons or du cinéma noir en France. Je le crois. Je pense que c'est hors de Simenon, par exemple, parce qu'il y a des rapports dans le film avec l'œuvre de Simenon. Bon, il a fait des Simenon aussi, comme par hasard, Grangier. Mais je crois que c'est quelque chose qui représente très bien notre tradition, et je crois qu'on peut la revisiter et retrouver un fonctionnement de ça. Alors, Le désordre de la nuit, en plus, c'est un titre magnifique, qui est symptomatique, qui est ce vers quoi tous les gens qui aiment le cinéma noir, je veux dire, ils tentent d'aller sans toujours réussir. Et la dernière chose, de nouveau, c'est qu'il a une apparence de ne pas y toucher. À mon avis, les grands films noirs sont des films qui n'y touchent pas. Dis-moi, comment t'es arrivé à la télévision? Parce que c'est assez étonnant quand même de commencer une carrière comme celle que tu as faite à la télévision, au moment où tu l'as commencé, et en plus avec des films totalement ambitieux, et des gros projets. Tu sais, il y a une... Enfin, je peux pas te dire... Il y a une partie de chance quand même dans tout ça, parce que si à la télévision on m'avait proposé mon cul sur la commode, je l'aurais pas fait, tu comprends? Parce que déjà, tu sais, l'espèce d'antagonisme qu'il y avait entre le cinéma et la télévision, c'était un petit peu une voie de garage, la télévision. Mais j'ai eu la chance qu'on me propose Quentin Durvar, qui est un merveilleux film de KPDP. Et j'ai toujours eu envie, depuis que je fais du cinéma et que je sais un petit peu me servir des caméras, de faire un film de KPDP. Là, ils m'ont donné la chance. C'était Quentin Durvar. T'en avais un peu fait,
Cavalier d'Oire, c'est... Oui, mais enfin, oui, mais film de KPDP. oui, c'est du KPDP à l'avant-Paris, sans musique. Enfin, c'était charmant, d'ailleurs, je ne renie pas du tout ça. Hein. Mais c'était pas un vrai film de KPDP. Et là, ce qui m'a étonné, c'est que, bon, tu fais, en plus, à ce moment-là, des films de 4h30, 5h, 6h. Oui. Tu viens d'une discipline où tu as fait quand même une carrière assez impressionnante de long métrage, où on est habitué à tout résumer en 1h30, 2h. Et comment t'es passé comme ça de quelque chose qui était bien encadré à quelque chose de plus libre? Oui, bien sûr. Mais je vais te dire, sous un certain angle, c'est presque un petit peu plus facile, parce que si tu as un petit peu de verve, ou surtout tes auteurs, tu as toujours tendance à délayer un petit peu l'histoire. Et à la télévision, j'ai attaqué la télévision comme je faisais les films, exactement. En essayant, moi, personnellement, pour mon travail à moi, d'y apporter autant de soins et autant de... Et j'ai eu la veine aussi, là, parce que, qu'est-ce que tu veux, ça joue, la chance dans la vie, hein, d'avoir très vite des collaborateurs de premier rang. J'ai tout de suite eu de bons opérateurs, bons auteurs. René Valère est un auteur merveilleux, j'ai travaillé avec lui beaucoup. Et ça c'est... Pour moi, ça n'a pas été... Alors, j'avais un petit peu peur au début, en me disant comment je vais faire ça. Et puis, j'ai oublié complètement que c'était la télévision. Je me suis dit, bon, ils veulent 4 heures, on leur fait 4 films ou 3 films, avec la même histoire, bien sûr, mais attention, il y a des auteurs, quand même. J'ai eu la chance de... T'as jamais eu l'impression de délayer quoi que ce soit? Non, jamais. Il y avait toujours, à mon avis, enfin, si, il y a peut-être quelques longueurs, il y a peut-être quelques copains qui m'ont envoyé quelques vannes, mais... Dans l'ensemble, on racontait pas pour rien. Il y avait toujours une espèce d'action qui se greffait dessus, c'était assez agréable. Et puis alors, il y a pour un metteur en scène un truc très, quand même, qui est... Au cinéma, tu sais, on n'a pas un poil de sec quand on est en production le soir. Ça. À la télévision, c'est tout de même un tout petit peu plus simple. Tu t'adresses à des gens qui ne se sont pas déplacés, qui sont chez eux dans leur fauteuil, entre la soupe et le gruyère. Et ils sont moins exigeants. Pour moi, l'Aéropostale, la télévision, c'est un de tes meilleurs films. Donc, ça me fait plaisir, tu sais, parce que j'ai adoré ce film. J'ai adoré ce film. C'est pour moi un souvenir merveilleux parce qu'on a, je crois, à peu près réussi, même bien réussi, soyons pas modestes. Mais ça a été très dur, l'Aéropostale. C'est un film de jeune homme, l'Aéropostale. Vrai? C'est très dur. Très, très dur. Avec... Alors, il y a une chose qu'il faut que je te dise, c'est que c'est dans tout ce que j'ai fait, hein, dans les 40 ou 50 petites mes réalisations, c'est la première fois que je vois des acteurs tellement heureux de dire le texte. Alors, après tout ça, toute cette vie de cinéma, je dirais que si aussi, bon pareil, si je te disais, Gilles Grangier, tu donnes un coup de chapeau à quelqu'un particulier, voilà, tu as fait toute cette carrière, tu as rencontré tous ces gens, et puis il y en a un que tu as envie, ça veut pas dire que tu n'aimes pas les autres, mais non, bien sûr, mais je comprends bien. À qui tu veux donner ton coup de chapeau? J'ai eu la veine d'être très bien servi. J'ai été, attention, hein, parce que même au départ, j'étais assez exigeant sur les trucs, c'est-à-dire que je me suis pas marié avec des panouilles. Hein. J'ai toujours à peu près démarré avec des gars qui savaient s'y prendre. Hein. J'étais un peu marlot pour ça, tu sais, j'ai eu de très bons auteurs. Et... Mais surtout, tu t'es défendu en plus de ça, c'est-à-dire que même si tu étais copain avec Fernandel, tu n'as pas voulu faire comme le coq, des choses comme ça. Ah oui, parce donc c'est important. Oui, il m'a même porté une histoire insupportable, tu comprends. Il m'en a voulu beaucoup. Il l'a quand même fait, il a trouvé un de mes confrères qui l'a fait. Ils sont allés sur leur cul, bien sûr, parce que c'était pas possible. Passons dessus, c'est un mauvais souvenir pour tout le monde. Oui, c'est un mauvais souvenir pour tout le monde. Non, alors ce que je peux te dire, c'est que les gens avec lesquels j'ai eu une espèce de... Ça va l'affection, la tendresse, il y en a deux. Et le vieux, bien sûr, le père Gabin, qu'est-ce que c'est? C'est tout de même le premier grand type qui m'a fait confiance et qui m'a un peu imposé chez 2 ou 3 producteurs qui dit grand jeu, la chansonnette, et puis au diable. Parce que Michel, c'était... On se comprenait un demi-mot, ça marchait au clin d'œil, et puis, qu'est-ce que tu veux, le talent de ce type, c'est inimaginable. Puis tu as fait des beaux films avec eux, ce qui est le plus important. Donc c'est pas seulement... On a fait des beaux films dont on était fiers. C'est formidable, ça. Y avoir la fierté d'un boulot que tu as fait, c'est fantastique.